Avant que la vidéo ne commence, je tiens à t'informer qu'il est absolument impossible de traiter le dossier suprématie en une seule vidéo. Donc, pour que le contenu ne soit pas indigeste, j'ai fait les grandes lignes. Ça veut pas dire que le contenu n'est pas bon, j'ai fait les grandes lignes. Donc si vraiment tu veux après voir le traitement des dossiers spécifiques sur suprématie, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Et de toute manière, il y aura régulièrement du contenu sur la chaîne et des petits tutos donc sur tout ce que tu dois apprendre sur les bâtiments, le moral, le fonctionnement exact des ressources, quoi privilégier en tout early, etc. Ce sera des petites vidéos d'environ 10 minutes, je ne peux clairement pas traiter tout ça dans le tuto, c'est juste impossible, sinon le tuto durerait 2h30 et ce serait totalement indigeste. Donc je te laisse sur le tutoriel, bon visionnage et tu en apprendras déjà un paquet. Donc la première question que l'on se pose quand on arrive sur ce jeu, c'est comment fonctionne-t-il? Eh bien oui, parce que toute personne qui joue à un jeu, en règle générale, ne vient pas sur un jeu pour se faire rouler dessus. À moins que vous êtes sadomaso, après ça vous regarde. Moi, ça ne me regarde pas, je veux pas savoir. Donc, la première question qu'on se pose, c'est comment ça va fonctionner et est-ce que je vais y arriver? Eh ben moi, je peux vous dire que le jeu est quand même assez simple au final, à premier abord. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont déjà fait des jeux similaires, vous y retrouverez assez rapidement vos marques, je pense. Alors, du coup, on va tout simplement avoir un menu à gauche. Donc, ici, on a tout simplement le journal, la diplomatie, les ressources, la bourse, les coalitions, l'espionnage, l'administration des provinces, les armées et les rapports du front. Donc on va y apprendre plusieurs choses. Alors déjà dans le journal, vous allez tout simplement y avoir le classement. Et donc le classement, ça peut être intéressant. Donc là, moi pour le coup, je suis premier. On est au jour 3. Vous pourrez savoir quel jour il est, quelle est la date historique. Après ça, on s'en fout un peu honnêtement. Donc vous allez avoir le classement tout simplement des coalitions les plus puissantes de votre parti, sur lesquelles vous pourrez cliquer pour voir qui est tout simplement dedans. Vous allez avoir aussi des statistiques journalières. Vous en aurez 2 par journée. Plus ou moins intéressantes, donc là par exemple on a les nations les plus haïes, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser dans la game, on s'en fout de savoir qui est le plus détesté par les IA ou par les joueurs. Donc après là on a par exemple une statistique qui est plutôt sympathique, c'est les économies les plus efficaces et on est premier. Ça veut dire qu'en fait tout simplement cette statistique elle explique que on va être le plus efficace sur notre production de ressources par rapport aux ressources qu'on possède, donc c'est quand même assez sympa. Après on a les informations sur le jeu, donc tout simplement l'onglet info sur le jeu vous permettra de savoir combien il vous faut de points pour gagner une partie en victoire en coalition, donc il faut 1500 points, en victoire solo 1000 points, et après vous avez également la fin de partie si jamais la partie n'arrive pas à être terminée, mais rassurez-vous, c'est très rare, enfin moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est possiblement le cas sur certaines parties. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, je pense. Donc, les règles du jeu, après, par exemple, pour ici, on a une période d'inactivité de 5 jours. Ça veut dire que si vous êtes inactif pendant 5 jours d'affilée sur le jeu, vous passerez tout simplement en IA. Donc, en gros, l'ordinateur prendra le relais sur votre nation. À compter que si vous êtes quelqu'un qui aime jouer, par exemple, le KDA, ou les victoires, si vous passez IA, une fois que vous êtes passé IA, votre KDA n'est pas décompté sur vos stats, c'est considéré comme un ordinateur, donc c'est plus votre profil qui prend, et après on a les récompenses, donc tout simplement les récompenses si vous gagnez la partie, première place, etc. Et c'est pas noté là, petite info, si vous faites une victoire coalition, c'est les gains de la deuxième place qui sont pris en compte, plus le nombre de terrains. Alors ça, je sais pas trop à combien c'est pas un truc sur lequel ça m'a vraiment marqué. Mais en gros, si vous gagnez la partie, vous allez gagner en coalition 3300 gold mark. Et si vous faites solo, ce qui m'étonnerait qu'il vous arrive sur une de vos premières parties, c'est quand même pas évident de faire des victoires solo, et ben vous aurez 5600 plus le nombre de terrains. Ça doit être, je sais pas, 10 gold mark par point, donc je me rends pas trop compte. Donc du coup, après vous allez avoir l'onglet diplomatie, c'est avec celui-là que vous allez pouvoir voir toutes vos relations, donc vous avez un onglet relations, vous pourrez voir les relations avec vos alliés ou
et adversaire, et donc tout simplement vous avez plusieurs possibilités. Donc là vous avez tout simplement déclaré la guerre, les armées lancent automatiquement le combat lorsqu'elles sont à portée d'unités ennemies et vous ne pouvez pas faire d'échange à la bourse. Après vous avez également l'embargo commercial. Alors ça c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois, à quoi est-ce que ça sert? En fait à la bourse, donc là on n'y a pas encore vu ce sujet là, mais en gros à la bourse vous pouvez faire des échanges avec d'autres pays, acheter leurs ressources ou eux acheter vos offres de ressources que vous mettez là-bas, et si vous activez ceci, en fait, il pourra tout simplement plus acheter vos ressources sur le marché, donc je trouve que c'est à double tranchant. Moi personnellement c'est une option que je n'utilise pas. Après la paix c'est ce qui est mis de base, d'où le fait que tout le monde soit en gris, c'est tout simplement la relation de base, hein. Donc après vous avez le droit de passage, alors là ça vous permet en fait de pouvoir passer chez votre voisin. Alors attention, il faut qu'il soit activé par votre voisin et vous, parce que si vous lui donnez cet accès là, lui il peut passer chez vous, mais vous ne pouvez pas passer chez lui, sinon ça déclare automatiquement la guerre. Donc méfiez-vous de ne pas faire cette erreur, il y en a quelques-uns qui le font, mais ils ne verraient pas où sont placées vos troupes, seulement là où ces troupes passent. Donc ça c'est très important à savoir également. Et après vous avez le partage de cartes que je vous conseille d'ailleurs, même le droit de passage, je vous conseille de ne pas les donner tant que vous n'êtes pas sûr et certain que vous allez jouer la partie avec cette personne, parce que c'est un jeu de stratégie, et qui dit stratégie dit aussi trahison, c'est logique. Donc le partage de cartes vous permettra tout simplement de pouvoir passer et voir les troupes de votre voisin comme ceci. Tout simplement, je vais vous faire une démonstration. Alors là, vous voyez, je suis en partage de cartes, je vois où sont placées toutes ces unités, et lui voit exactement la même chose chez moi. Donc après, on a les ressources, donc c'est le système de balancier. Donc en fait, on a ici tout simplement le système de ressources qui vous permet de stabiliser vos ressources. Donc le but est tout simplement de faire des ressources le plus stables possible. Comme ça, votre économie sera stable, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si jamais vous êtes à 0 de stock sur votre blé et que vous êtes en négatif, en fait, vous allez perdre du moral sur vos provinces. Et donc, vous risquez d'avoir des révoltes et tout simplement de perdre des terrains. C'est extrêmement important d'avoir toujours un stock de blé et surtout d'être en positif, c'est très important pour la suite de votre jeu. Donc après vous avez les minerais de fer, donc etc. Vous essayez d'être le plus droit possible sur les productions, comme ça vous êtes à peu près bien partout. Le seul endroit où j'ai pas pu stabiliser, c'est parce que je n'ai tout simplement pas de production de pétrole, donc je ne vais pas inventer quelque chose que je ne produis pas. Donc après on a la bourse, donc là ça va tout simplement vous permettre, ce que j'avais expliqué, de créer des offres de vente et d'achat. Donc là vous voyez, je peux acheter pour 10, etc. Je vous conseille pas d'acheter à 10, ça reste très cher 10. Ça peut être intéressant d'acheter, par exemple, là vous voyez c'est à 8, j'ai pas de production, ça descend un peu, j'ai un petit peu d'argent, à 8, boum, ça coûte 8000, allez, on prend, voilà, vous voyez, ça s'est rajouté en haut, c'est parfait, ça permet de récupérer des ressources quand vous en avez besoin. Après vous pouvez également faire des échanges directement avec des joueurs, ça vous permet de pas utiliser forcément votre argent, vous pouvez tout simplement envoyer une demande d'échange comme une demande de relation, et ça va vous permettre soit de donner un droit de passage, soit tout simplement de donner la vision de vos terrains à votre adversaire, soit tout simplement, vous pouvez même cliquer là-dessus sur relation, et échanger des ressources avec votre voisin. Donc là par exemple, je sais pas, j'ai besoin de 5000 de blé, je lui demande, donc là c'est nous donnons, donc c'est ce qu'on va lui donner, donc je sais pas, on va lui donner, allez, 5000 de poissons, hop, on va lui demander du blé, bien sûr, au préalable, voyez avec lui, parce que bon, il n'est pas censé céder à tous vos caprices. Si votre allié ne doit pas céder à tous vos caprices tout de même, ça doit aussi l'arranger lui. Et puis après, vous envoyez, et il n'a plus qu'à accepter, et ça fait l'échange. Il n'y a pas de couillonnade, on va dire. Il peut pas vous arnaquer ou quoi. C'est un échange quitte pour quitte. Donc après, vous avez les coalitions. Donc ça, c'est pareil. Vous trouvez 2 personnes sur des parties 30, parce que c'est 2 max. Enfin, c'est 3 avec vous compris dedans. Donc, choisissez bien vos alliés, ne donnez pas les partages de cartes à n'importe qui, parce que de toute manière, n'oubliez pas qu'au final, soit il y aura un seul vainqueur en victoire solo, soit il y aura tout simplement 3 vainqueurs. Donc, ne faites pas ami-ami avec tout le monde sur la carte, parce que ça ne marchera pas, c'est pas comme ça que ça marche. 2 alliés maximum, 3 c'est être sûr de perdre.
Donc après on a l'espionnage. L'espionnage qui est un onglet un peu spécifique. Je vous conseille pas de l'utiliser sur votre première partie. C'est un petit peu compliqué et il faut quand même attendre que la partie évolue parce que les espions coûtent très cher. Donc je vais seulement vous expliquer le fonctionnement de fond des espions et je vais pas commencer à vous expliquer tous les espions. Donc en fait on a tout simplement le coût des agents. Donc en fait vous allez le recruter. Cet agent va avoir un coût d'engagement. Donc vous allez le payer 20 000. Donc il va s'afficher ici, ça va vous mettre 1. Et en fait vous pourrez après le placer chez votre voisin, etc. Et là c'est tout simplement marqué qu'il va vous coûter 4 000 par jour. Donc celui-là 4 000, celui-là 4 000 et le renseignement c'est 2 000. Donc moitié moins. Donc en fait, vous allez tout simplement le placer sur un terrain adverse. Donc vous cliquez là-dessus, hop, vous faites plus, vous en avez un là. Vous appuyez sur plus et même si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer directement ici. Il va vous proposer de l'acheter. Moi, je le ferai pas parce qu'on est trop tôt dans ma partie et ça me mettrait très mal dans la game. Donc, voilà, ça peut vous permettre de mettre des espions. Ils font des choses plus ou moins intéressantes. Ça sera dans une prochaine vidéo parce que sinon, ça va être trop long. Donc après, on a tout simplement l'administration des provinces. Et là, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est vrai que quand on ouvre un dossier comme ça, on se dit, voilà, moi, je veux pas aller là-dedans. Mais en fait, c'est plutôt pratique. Ça vous permet d'administrer vos bâtiments. Donc, par exemple, si vous cherchez des bureaux de recrutement, et ben ici, vous pouvez tout simplement les activer ou les désactiver. D'ailleurs, pourquoi je ne peux pas? Ah, d'accord. Non, au fait, ok. Donc, on peut pas les désactiver directement de là, mais vous pouvez cliquer sur la province que vous voulez et il s'affiche en bas et vous le désactivez d'en bas. Autant pour moi, j'avais oublié, c'est un petit peu différent. Bon, bref. Donc, du coup, après, on a quoi? On a les armées. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est pour voir l'intégrité et le moral de vos armées. Vous cliquez dessus, bam, ça vous met directement votre peloton en dessous. Et vous pouvez voir leur nombre de points de vie, leur intégrité, etc. Bref, on s'en fiche un petit peu pour le moment. C'est pas... Ça, honnêtement, cet onglet, je l'utilise personnellement jamais. Je vois pas trop l'intérêt. C'est cool d'avoir leur nom et tout, mais on a juste à zoomer sur la carte pour choisir son groupe. Et après, ça c'est les rapports du fond, donc à chaque fois que vous allez prendre un terrain, en perdre un, etc., ce sera noté ici, ou même perdre des troupes. Donc là, vous voyez, à chaque fois que je prends un terrain, par exemple, je gagne tout simplement des ressources et de l'argent, mais il y a quelque chose de très important à savoir sur Supremacy, c'est un peu un jeu passif au début de game et vous devez surtout attendre une erreur de votre adversaire pour avancer. Si votre adversaire attaque justement un joueur ou un IA, et ben en fait c'est simple, vous attendez qu'il n'y ait plus de troupes et hop vous prenez le terrain derrière et vous avez tout bénef. Vous récupérez des terrains gratuitement et vous avez eu aucune perte. Et il ne faut pas oublier qu'en fait il y a énormément de choses sur ce jeu qui se jouent au moral. Donc en fait vous avez tout simplement un moral de province et si vous êtes plus vous êtes bas, pire c'est, et vous voyez, c'est marqué là par exemple que je suis en guerre avec un joueur, ce qui fait que je perds 5 de morale. Plus ça monte jusqu'à 5 maximum, ça veut dire que si vous avez 5 guerres en même temps, vous avez moins 25 de morale au minimum sur vos provinces, et ça peut être très vite extrêmement critique. Alors ici, on a justement l'exemple parfait de pourquoi il ne faut pas attaquer en early game. Donc, tout simplement, ici, on a un IA. L'IA, vous voyez, il a quand même énormément de troupes, ce fameux IA. Et en fait, le problème, c'est que si vous, justement, vous attaquez un IA, il faut savoir que l'adversaire a toujours le bonus en défense. En gros, ses troupes sont plus fortes en défense. Alors, me demandez pas pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication. C'est malheureusement pas expliqué, il n'y a pas de bonus défensif ni rien sur les unités supplémentaires, je peine un petit peu à comprendre cette mécanique. En fait, il faut pas oublier que sur Supremacy, malheureusement, il y a une grande part de chance dans les combats, et ça fait que c'est pas évident de prévoir ce qui va se passer, mais en règle générale, de mon expérience, de ce que j'ai vu, on est plus fort en encaissant les attaques qu'en les infligeant, donc en fait, tout simplement, vous voyez, là, pourquoi c'est extrêmement risqué d'attaquer un IA en début de game. Donc on pourrait se dire que c'est une super bonne idée parce qu'on va tout simplement prendre des terrains et donc on gagnera plus de ressources, mais c'est faux. Sur Supremacy, en fait, il faut rester passif parce que là, tout simplement, vous allez open vos terrains pour prendre des terrains, et en fait là, comme vous pouvez le constater, mon allié, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller prendre les terrains gratuits. Donc, en fait, c'est un énorme jeu de patience sur les premiers jours, parce que le premier qui attaque tout simplement un IA, et ben en fait l'IA, lui, ce qu'il fait, il envoie tout le temps des troupes au front et il dégarnit en fait les terrains à l'arrière
pour défendre ses terrains de devant, ce qui fait que moi, par exemple ici, je vais tout simplement le laisser se casser les dents, et je vais tout simplement prendre la capitale, qui me donnera un bonus de 10% de morale sur toutes mes provinces existantes, ce qui me donnera au final un boost énorme sur la partie, et tout ça en ayant pris aucun risque, alors que tous les risques ont été pris par mon adversaire, qui est la Grèce ici, et au final, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh ben, il va perdre sa capitale, normalement, il va perdre au changement de jour, parce que mon allié va arriver, et lui prendre tout simplement ses terrains, et donc, sa partie va se terminer avant le jour 2. Donc voilà, c'est extrêmement important. Pour ce qui est des bâtiments, alors je vais pas tout vous expliquer ici, il y aura une autre vidéo tout simplement, donc je vous invite encore à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper, pour expliquer les bâtiments, parce que tout simplement, en fait le problème des bâtiments c'est qu'il y en a plein de différents, ils ont plein d'options différentes, et le truc c'est que il y en aurait pour 15 minutes rien que pour les bâtiments, donc je vais vous expliquer vite fait, bien fait, les plus importants quand vous débutez la partie. Donc sur tous vos terrains vous devez créer un bureau de recrutement. Ils vous permettront de sortir des unités d'infanterie régulièrement sur la partie en automatique, et vous pouvez en plus les désactiver si vous en avez marre de produire, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les troupes ont un coût d'entretien, tout simplement quand vous appuyez sur information, tac, s'il veut bien, mais il n'a pas envie apparemment, c'est cool. Non, c'est là-dessus alors. Ah bah autant pour moi, c'est sur le logo de la troupe. Vous avez tout simplement entretien quotidien, donc il me coûte par exemple ici 200 de blé par jour et 50 de fuel. Donc vous voyez, vous avez la production totale ici par jour, donc je suis à moins 600 par jour sur 9000 vu que je n'en produis pas. Et le blé, c'est pareil, je suis à moins pour les unités. J'utilise au total pour toutes mes troupes 2480 par jour, donc c'est très important de surveiller tout cela. Mais vous avez également le bunker, donc le bunker en fait il va vous permettre, donc oui, non, il l'appelle la forteresse, autant pour moi. Donc, en fait, je vous conseille d'en faire sur tous vos fronts contre les joueurs, parce qu'ils réduisent en fait les dégâts que vous allez subir. Par exemple, celui-ci est niveau 1 en train de passer niveau 2. Et vous allez voir que ici, vous avez une protection de troupes tout simplement de 67. Alors que si vous cliquez sur celle-là, vous avez 0 de protection parce qu'elle n'a pas de bunker. Pour un bunker niveau 2, ce sera tout simplement 80 de protection. Donc moi, je vous conseille de les faire seulement au niveau 2 pour le début de game, et après les level up plus tard. Je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi. Et donc du coup, pour terminer tout simplement ce petit tutoriel, c'est l'explication de comment fonctionnent les points. Et bien oui, parce que sur Supremacy, c'est pas du tout évident de comprendre, parce qu'en fait, en fonction de la game, les points, c'est compliqué à expliquer, les points sont toujours les mêmes à obtenir, parce que j'ai fait une partie 500, et là c'est une partie 31, et par exemple, pour gagner la partie, il nous dit que tout simplement, pour gagner, les règles de la game, tac, non, règles du jeu, on va y arriver, donc il faut 1000 points en solo, donc 50% de la map, ou 1500 points en coalition. Sauf qu'en fait, il y a un petit truc à savoir, c'est que par exemple, quand vous allez aller dans le classement pour voir votre nation, donc moi je suis là par exemple, vous voyez 116. Ça correspond à quoi 116? Donc en fait, tout simplement, sur les parties 31, de ce que j'ai calculé, 10% de morale sur une province est égal à 1 point tout simplement. Donc celle-là est à 97, donc elle me rapporte tout simplement 9 points. On va regarder celle d'à côté, elle est à 100, donc c'est le calcul est vite fait, il me rapporte 10 points, etc., etc. Donc ce fonctionnement, bien entendu, n'est pas le même pour les parties 500. De ce que j'ai pu voir sur les parties 500, le fonctionnement est un peu différent. Vous êtes obligé d'avoir une province à 80 points de morale minimum pour que celle-là comptabilise 1 point de victoire. Donc il faut du coup énormément de provinces pour gagner une partie 500, ce qui est un petit peu logique, sinon ce serait trop simple de gagner. Donc voilà, c'est pas évident, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce mode différent en fonction de la partie, c'est pas très logique moi je trouve, mais bon, j'imagine que c'était pour pas arriver sur des points au classement avec des mecs qui avaient 5000 points, parce que forcément si c'était 10 points à chaque fois qu'il y avait 10% de morale sur une province, ça allait être un petit peu compliqué pour les grosses parties, ce qui fait qu'au final, les parties 500, c'est extrêmement dur, parce que ne serait-ce que vous avez une coalition qui possède, on va dire, 50% de la carte, il faut ensuite stabiliser toutes ces provinces à 80%, et je peux vous dire que c'est pas vraiment évident d'obtenir ce résultat-là.